l'Europe, c'est le monde qui nous regarde, L'association Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur IHT, les RCFM, pour suivre ce nouveau contraste réalisé en collaboration avec Corse Matin. Et aujourd'hui, nous recevons les représentants de deux grandes listes d'opposition, celle de droite, conduite par Jean-Martin Mandolone, ce sera tout à l'heure, et un peu plus difficile à situer, celle de la République En Marche, Anda Pedomane, portée par Jean-Charles Orsucci. Bonsoir Jean-Charles Orsucci, et merci de votre participation. Vous serez interrogé par Roger Antèche, Corse Matin. Bonsoir. Roger, et Patrick Vinchegwer de Bonsoir. RCFM. Bonsoir Patrick. Alors, je disais qu'il était difficile de vous situer politiquement la démarche de la République En Marche, de façon globale. À droite ou à gauche, à droite et à gauche, en même temps. Je pense que tout simplement la volonté de son initiateur, à savoir Emmanuel Macron, c'est de dépasser ces clivages droite-gauche et tout simplement répondre aux difficultés des gens par un pragmatisme qui est, je dirais, son ADN. Donc la République En Marche, ce sont des gens... Moi, je la positionnerais politiquement au centre, effectivement. En tout cas, à tort ou à raison, Jean-Charles Orsucci, Emmanuel Macron est perçu par une très large majorité des Français comme le président des riches. Et ça, c'est gênant pour un homme qui vient de gauche comme vous. Alors, perçu, vous l'avez dit, c'est peut-être le mot qu'il faut employer. Le dernier sondage Odoxa du 24 octobre parle de 88%. Je ne conteste pas le sondage ou la perception des gens. Ce que je conteste, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis à l'aise pour vous dire que lorsque l'on augmente le minima social pour les personnes, les adultes handicapés, lorsque qu'on supprime la taxe d'habitation, lorsque l'on a un objectif important, etc., je pense qu'on est à gauche et qu'on peut être fier de ce qui est en train d'être fait. Mais alors vous, finalement, dans cette élection, vous avez réussi votre pari, Jean-Charles Orsucci. Vous êtes débarrassé de tous vos concurrents à gauche, pas de gauche républicaine, plus de socialistes, plus de radicaux. De ce point de vue, vous avez fait mieux que Paul Jacob en 2015. Je me suis débarrassé de personne. J'ai cherché ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. C'est une réalité. Chacun a pris ses responsabilités. Chacun a fait ses choix en conscience. Je suis satisfait d'avoir rassemblé le plus grand nombre. Et j'estime aujourd'hui qu'entre la France insoumise et les deux listes de droite, j'incarne, et pour gagner d'ailleurs, j'incarne, je dirais, ce grand espace qui aujourd'hui doit accéder aux responsabilités régionales et doit diriger la collectivité territoriale de Corse. Vous comptez sur le soutien de ceux qui occupaient cet espace-là. Je regarde l'exécutif de Paul Jacob. J'ai remarqué en fait qu'il n'y avait qu'un seul de ses membres qui était présent sur une liste, c'est Pierre Diong, et sur une liste de droite pour le coup. Mais tous les autres, il n'y a plus personne. Ce paysage-là est complètement dévasté. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après vous avoir entendu pendant des semaines et des mois pendant l'élection législative parler de recyclage de la République En Marche concernant la Jacobie, je pense que cette fois, vous ne pourrez pas me faire ce reproche. Un petit peu quand même, mais pas parmi les dirigeants, pas parmi les figures emblématiques, mais disons les élus. Bon, il y a par exemple Hélène Padovan, Ibarbo Villet, Jean-Baptiste Raffaele, puis des Tsoukarelistes aussi. Bon, il y a un certain nombre de noms, on ne va pas tous les citer. Alors, on est bien d'accord. Vous avez recyclé un peu ceux-là. J'ai cherché à rassembler l'ensemble de cette famille, parce que là, je voulais aussi le dire, moi j'assume en totalité le bilan qui a été le mien, avec l'ensemble de mes colistiers, avec l'ensemble de ceux qui ont composé la majorité territoriale de 2010 à 2015. Je le revendique. Sauf les socialistes. Il n'y a pas de socialistes, il n'y en a pas un. Comment écoutez, vous en avez... Un accord n'était pas possible avec Emmanuel de Gentil et qu'on sent un peu orpheline dans cette élection? Je crois que si on regarde de près, déjà je lis avec attention ce qu'a... Vous étiez proche d'Emmanuel de Gentil. Mais je pense que, je dirais, idéologiquement, nous sommes proches avec Emmanuel de Gentil. Emmanuel de Gentil a des contraintes, comme j'en ai d'ailleurs, des contraintes locales, des contraintes territoriales. Moi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce qu'elle a dit et les mots très durs qu'elle a employés à l'encontre de la majorité territoriale. D'ailleurs je n'y enlèverai absolument rien. Et simplement vous dire qu'aujourd'hui j'aurais aimé le rassemblement le plus large possible, y compris avec Emmanuel de Gentil, mais elle a fait le choix notamment d'appeler à une union dès le premier tour avec la majorité sortante. Et là-dessus, il y a un vrai point de clivage entre les mois. Y compris avec la gauche dite républicaine. Vous savez, lorsque nous avons construit avec François Hollande cette démarche, et avec tous ceux qui nous ont rejoints... Il y a eu des discussions avec eux. Bien sûr que nous avons eu des discussions, bien sûr que nous avons cherché, et nous cherchons encore à rassembler le plus largement possible. Moi, je me souviens de cette rencontre, y compris à Aléria, que nous avons eue. Nous avons échangé sur des points de divergence. Bon, certains, d'ailleurs, autour de la table, nous expliquaient qu'ils
voulaient refonder la gauche pour appeler ensuite à voter à droite. Ça, c'est un peu surprenant, mais on va les laisser face à leurs contradictions. D'autres, en revanche, avaient un discours, je dirais, intéressant. Y compris, je vais vous surprendre autour de cette table, Jean Tsoukaril, que j'ai vu, très enclin sur les idées d'autonomie, sur l'idée que pour l'avenir, il nous faudra discuter avec tout le monde. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu du rassemblement, parce que si nous voulons reconstruire, si nous voulons créer une alternative à la majorité territoriale sortante, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi les socialistes et les radicaux ne soutiendraient pas cette liste, qui a vocation d'ailleurs même à aller au-delà. Je pense qu'aujourd'hui, des républicains constructifs ou des gaullistes peuvent très bien voter pour nous, parce que c'est l'ADN de La République En Marche. Oui, votre investiture, quand même, ne s'est pas faite très facilement. On a suivi les épisodes avec Michel Barra. La candidature de Michel Barra n'est pas venue de nulle part, quand même. Elle a été sollicitée ici. Il a eu un écho favorable auprès de l'Élysée, visiblement. Ça signifie quoi? Que finalement, au départ, on ne vous faisait pas totalement confiance à l'Élysée? Alors, vous le savez, justement, dans la construction de cet espace politique, il faut avoir un maximum d'atouts. Je n'étais pas le président de l'exécutif sortant, je n'étais pas à la tête d'une grande commune de Corse. Donc il faut gagner ces points, il faut marquer des points. Non plus. Michel Barra non plus. Après, vous le savez, c'est un secret de polichinelle. Certains m'ont reproché une proximité trop grande avec les nationalistes. Que j'assume mes choix et mon engagement politique de social-démocrate que j'ai toujours été, d'autonomiste que j'ai toujours été. Mais la réalité, Jean Vitus, là encore, il faut être clair, c'est que le choix fait en Corse par les comités locaux de La République En Marche le 20 août à Corté. Mais il a été validé au niveau national. Mais ça a mis du temps, il y a eu beaucoup d'hésitations. C'est pour ça qu'on comprend d'autant moins, à un moment donné, cette apparition de Michel Barra dans le jeu. En plus que vous aviez l'investiture législative. Si vous me posez tous, je ne vais plus y arriver. Effectivement, fin août, les militants ici en Corse valident votre choix. Et ensuite, on s'aperçoit que ce pourrait être finalement Michel Barra. Alors, on ne comprend plus rien. Et ça plombe votre départ de campagne. Premièrement, parce que je ne vais pas ici faire tout l'historique, ce serait trop long, et je crois que ce n'est pas ce qui intéresse aujourd'hui les Corses dans le cadre de cette élection territoriale. Que vous sachiez, Michel Barra, il était prévu dans le dispositif initialement. Michel Barra aurait pu conduire la liste de La République En Marche, parce qu'au sein de La République En Marche, on s'est posé la question de savoir si c'était un politique ou quelqu'un issu de la société civile qui devait porter cette liste. Voilà pourquoi il y a eu ce débat. Et aussi, excusez-moi de vous le dire, ça ne vous aura pas échappé, vous êtes trop connaisseur de la chose, La République En Marche n'était pas encore structurée, ni au niveau national, elle ne le sera que le 18 novembre prochain, ni au niveau local. Nous avons cette difficulté-là. Tout le monde le sait, c'est lui qui choisit. C'est un point important. Quand vous dites, on s'est posé la question, on se l'est posé où? On se l'est posé à Ajaccio, on se l'est posé à Bastia, on se l'est posé à Paris. Je crois qu'on se l'est posé, quand on est dans un mouvement national, la question s'est posée au niveau national, elle s'est posée localement. Et in fine, on va tous se dire que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la décision qui a été prise localement de me demander de conduire cette liste, et je le dis aussi, tout à l'heure, j'ai évoqué les partis politiques, de la composition de cette liste, j'ai évoqué, pour d'ailleurs vous dire qu'il n'y a pas eu d'accord d'appareil politique. Ça, nous l'avons refusé. Et que cette liste, elle comprend bien sûr des gens qui ont fait de la politique, et nous en sommes fiers, nous sommes heureux qu'ils nous accompagnent, mais elle comporte aussi beaucoup de gens issus de la société civile. Et c'est ça qui est important aujourd'hui à mettre en avant. Le renouvellement, c'est nous qui l'incarnons aujourd'hui. Une précision, Jean-Charles Orsucci, il y a eu l'hésitation donc pour vous accorder l'investiture. Vous l'avez eu in fine, donc c'était pas évident au départ. Vous avez donné des gages J'ai pas donné des gages. J'ai défendu. Par exemple, pas d'alliance avec les nationalistes. Non, j'ai défendu une ligne politique qui doit être partagée par le mouvement en Corse, et elle est partagée par l'ensemble de ceux qui aujourd'hui sont à mes côtés pour avancer. On n'a pas donné de gages. On a tout simplement aujourd'hui défendu l'idée que j'avais peut-être, alors c'est un peu peut-être prétentieux, mais quelques atouts pour réussir le meilleur score possible. Vous gagnez tellement cette investiture. En quoi est-elle une plus-value pour vous? Moi, je ne l'envisage pas en tant que plus-value. Je pense tout simplement que dans la vie, il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas avoir été le candidat de La République En Marche au mois de juin à l'élection législative et vous servir d'une étiquette pour prétendre à devenir député, et un mois plus tard dire non mais cette étiquette-là... C'est une autre élection territoriale par rapport à la députation. Oui, mais moi je n'ai pas vocation à instrumentaliser La République En Marche. La République En Marche avait vocation à être présent aussi dans cette élection territoriale, et je crois qu'à partir de ce moment-là, j'étais le mieux placé pour pouvoir défendre. C'est pas une étiquette lourde à porter. La République En Marche a quand même un sens particulier dans l'île. Comme la phrase du ministre Collomb, l'autonomie dans la République. Et qui plus est, ça vous coupe d'une partie de la gauche qui est orpheline, on l'a dit. Moi, je crois que la gauche, si c'est la gauche non nationaliste, alors parce que j'ai envie de vous dire, Patrick, aujourd'hui vous êtes en train de m'expliquer que certains pourraient donc voter nationaliste. Moi, je crois qu'aujourd'hui que les socialistes, qui sont des Français, ils ont donc vocation à choisir un parti qui les représente. Et la République En Marche est le parti
parti qui le représente, à mon avis, le mieux aujourd'hui. Et je crois... Mais il essuie évidemment, beaucoup de critiques. Je parle du niveau national. Quant à la réponse de savoir si c'est un plus ou un moins d'un point de vue du résultat électoral, premièrement, nous attendrons le 3 décembre pour savoir si ça a été un plus ou un moins. Et encore que, est-ce que le 3 décembre, nous pourrons savoir avec certitude si ça a été un plus ou un moins? Moi, je crois que dans la vie, il faut tout simplement, et quand on fait de la politique, il faut être convaincu de ses convictions. Et moi, je suis aujourd'hui convaincu que ce mouvement national, dont l'ADN est le pacte girondin et la volonté de respecter les territoires et respecter les diversités, c'est un mouvement dans lequel je peux être à l'aise avec tous ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. On en vient aux alliances possibles. Vous avez déclaré récemment chez nos confrères de RCFM que la seule alliance que vous n'envisagez pas pour gouverner, c'était avec les nationalistes. Pour quelle raison ? Alors, il y a deux raisons qui nous ont amenés à cette conclusion. La première, c'est que ça ne nous aura pas échappé dans votre quotidien, Roger, sur Corsenet Info ou ailleurs, je lis avec attention ce qu'ont déclaré les leaders nationalistes, Jean Vitus. La porte, elle a été fermée très clairement, à double tour, par Jean-Guy Talamogne, par Jean-Christophe Angéline, et je n'ai jamais entendu Gilles Siméon démentir les propos tenus par les uns et les autres. Ben, la porte, elle a été fermée à double tour par un repli nationalo-nationaliste, qu'a très bien décrit d'ailleurs Emmanuel de Gentil, et c'est la première raison. Là, je dirais, on y en a trois en réalité. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, le projet politique depuis les législatives, il est très clair. Nous sommes à peine dans un processus d'autonomie. Notre objectif final, c'est l'autodétermination, c'est l'indépendance de la Corse. Nous ne sommes pas et nous ne voulons pas nous inscrire dans un processus d'autodétermination, dans un processus type Catalogne, parce que nous pensons que c'est contraire aux intérêts de la Corse. Vous considérez qu'il y a une accélération de ce point de vue-là de la part des nationalistes ? C'est très clair. C'est très clair. Alors, est-ce que c'est par choix tactique? Est-ce que c'est on se découvre aujourd'hui, souvent on dit d'ailleurs que c'est à ses dépens que l'on éclaircit les choses, donc bon, j'ai bien peur que ça puisse être à leur dépens, mais la réalité aujourd'hui, c'est aussi, Patrick, je vais finir sur ce point-là, c'est que sur la mandature écoulée, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire qu'il est hors de question pour moi de dire si le bilan est mauvais ou bon. Je ne ferai pas ce que fait Jean Vitus en disant qu'il est bon. Moi, je ne vous dirai pas qu'il est bon ou mauvais au bout de 2 ans de mandature. Par contre, j'analyse la situation. Sur la politique des déchets, on n'a pas aujourd'hui de ligne politique. Sur le port de la Carbonite, qui est un élément déterminant des transports en Corse, on n'a pas de politique. Sur l'aménagement du territoire, on n'a pas de politique. Donc aujourd'hui, il m'est difficile aussi d'envisager d'aller avec une majorité dont je ne connais pas la réalité du corpus idéologique. En revanche, vous êtes prêt à vous allier avec Jean-Martin Mondologne. Vous l'avez dit, lui aussi a répondu plutôt favorablement. Si l'occasion se présente, vous ferez alliance avec Camille Dorocazière que vous avez combattu aux législatives. Alors, premièrement, je n'ai pas dit aujourd'hui qu'il y avait avec certitude une alliance avec Jean-Martin Mondologne. Vous étiez prêt à la faire. Moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, je suis dans une élection de premier tour et qu'aujourd'hui, j'entends la gagner, cette élection. Et que j'estime aujourd'hui que celui qui sera en capacité de rassembler le plus largement possible au soir du premier tour pour proposer une alternative à la majorité sortante, c'est notre liste électorale. Mais on est des gens un peu réalistes, Jean Vitus. Je ne crois pas que nous soyons en capacité de faire 40% au soir du premier tour. Il nous faudra avoir des partenaires et je pense que des discussions peuvent avoir lieu. Il faut de la lisibilité politique. Cette éventuelle union avec Jean-Martin Mondologne ne me choque pas. Quand on va aux élections, c'est pour l'emporter, ce n'est pas pour témoigner. Mais quel serait le socle commun? Ça ne peut pas être l'antinationalisme. On est bien d'accord. Moi, je vous le dis, je réfute toute notion, vous ne l'avez pas abordé, mais de front républicain. Pour moi, je vais vous dire, je ne suis pas un homme de front, qu'il soit de libération nationale ou républicain, je ne suis pas dans cette donne-là. Je suis pour qu'on propose aux Corses une alternative, un projet politique. Ce projet politique, si on doit le construire avec d'autres, pour répondre concrètement à votre question, il se fera sur le programme et sur les valeurs de la République en marche. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si on doit élargir la majorité au soir du premier tour, il faudra garder 2 jambes, si je veux être un peu dans le symbole. Une jambe de gauche et une jambe de droite. Et ça risque de boiter un peu, parce que, regardez, vous avez élaboré, pas seulement voté, le PADUC. Vous assumez complètement. Tout à fait. Jean-Martin, qui n'était pas à ce moment-là, Jean-Martin Mondologne à l'Assemblée, mais ses amis politiques l'ont combattu et ne rêvent que d'une chose, c'est de le détricoter. Vous allez faire alliance avec Jean-Martin Mondologne, qui est contre le PADUC, vous qui l'avez élaboré. Alors, qu'est-ce que vous faites? À moitié de PADUC Mais Jean-Vitus, justement, là, vous êtes dans la caricature. Avec Jean-Martin, ou avec d'autres, on doit discuter du PADUC. Moi, je continue à penser que le PADUC est un bon document. Lui pense au contraire. Qui doit être amendé, corrigé, notamment sur la cartographie des espaces
surface agricole. Avec ceux avec qui nous discuterons, nous verrons, à mon avis, nous irons sur une modification du PADUC, mais qui ne remet vous êtes pas en pour cause... la modification. Je suis pour qu'on ajuste le PADUC, pour qu'il réponde notamment aux inquiétudes des maires aujourd'hui qui doivent élaborer des documents d'urbanisme. Donc c'était pas un bon document que vous aviez voté. C'était un bon document qui peut être amendé. Vous savez, en droit, Jean Vitus, chaque document peut être amendé. La Constitution française... fait, l'autre peut le refaire. Et puis il peut être tout simplement amélioré. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on jette tout à la poubelle. Moi, je continue à penser que c'est un bon document. Et je suis certain d'ailleurs que quand nous discuterons avec nos partenaires, vous verrez sur des notions comme la cartographie des espaces remarquables ou d'autres types de réflexions, nous serons d'accord pour continuer à le porter ensemble. On vous demandait tout à l'heure, en parlant de l'investiture, si vous aviez dû donner des gages à Paris. Est-ce que vous avez reçu des assurances de Paris sur un certain nombre de points? Ça peut être les finances de la collectivité, le degré d'autonomie de la collectivité. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les intentions de la République En Marche, du gouvernement Philippe et de la présidence Macron sur ces sujets-là? Alors moi, je peux vous regarder dans les yeux et vous dire que je ne suis pas allé négocier à Paris quoi que ce soit. Et donc, quand je vous dis ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une élection territoriale et que ce mouvement, il a vocation à appréhender les questions territoriales en Corse et uniquement en Corse. Moi, je veux vous dire très clairement, notre feuille de route pour cette élection territoriale, c'est le discours du président de la République à Fouriagne. C'est celle-là. Il ne faut pas chercher ailleurs notre feuille de route le pacte girondin. Qui correspondait parfaitement. Mais qu'est-ce que vous trouvez à si extraordinaire à ce discours? Parce que je regardais, il n'y a quand même pas d'engagement sur une quelconque autonomie, sur une quelconque... Il dit on verra en marchant. Merci Jean Vitus de le préciser. D'ailleurs, depuis, deux ministres importants du gouvernement, le porte-parole et le ministre de l'Intérieur, sont venus aller encore, je dirais, préciser, mais de façon tout à fait positive, puisqu'ils ont parlé d'autonomie de la Corse dans la République. Jamais, sous la Ve République concernant la Corse, je dirais, un ministre de l'Intérieur n'avait évoqué la question de l'autonomie. Il faut interpréter la réponse de Gérard Collomb à Paul-André Colombagne à l'Assemblée nationale comme un chiche. Moi, je l'interprète comme un chiche. Et j'ai envie de vous dire, pour répondre à Jean Vitus, parce qu'il m'a posé une question sur le discours de Fouriagne, j'ai trouvé que le concept de co-construction, j'ai trouvé que l'idée qu'on allait, avec l'ensemble des élus de l'Assemblée de Corse, faire un diagnostic et essayer de partager des solutions, j'ai trouvé que cette idée, elle était plus qu'intéressante. Cette idée que la République, elle allait protéger la Corse, que la République, c'était un élément important en Corse, mais que cette République, elle devait aussi prendre en considération la diversité, qu'elle devait aujourd'hui permettre l'émancipation sociale, culturelle et économique. Jean Vitus, moi, ce discours là, il correspond parfaitement à l'autonomiste que je suis, au gardien que je suis. D'autres ministres, Gérard Collomb par exemple, lors d'un colloque sur l'état de la République, c'était le 28 septembre dernier, il déclare il faut donner aux représentants de l'État dans les territoires, aux représentants de l'État, toute latitude pour faire des choix. Je souhaite donner la possibilité aux préfets, non seulement d'interpréter la loi et les règlements, mais de l'adapter aux contextes locaux. C'est-à-dire que c'est aux préfets d'adapter la loi. Jean-Baptiste, il ne vous aura pas échappé quand même. Oui, mais il ne vous aura pas échappé quand même que la Corse bénéficie d'un statut particulier. Il vous aura pas échappé non plus que justement dans les discussions que nous devons avoir avec le gouvernement, dans ce fameux diagnostic partagé, on pourra peut-être faire remarquer, je dirais, au président de la République et à son gouvernement que la Corse est une île et que donc elle mérite une réponse spécifique. Tout comme, contrairement à ce qu'on disait l'autre jour lorsque nous débattions tous les deux à la radio, dans son ouvrage Révolution, c'est très clair. Cette vision-là, elle n'est pas du tout jacobine. Elle est il dit quand même que l'État a vocation à jouer un rôle central et qu'il faut le renforcer. Peut-être qu'en Normandie, à Bordeaux ou à Strasbourg, la déclinaison qu'a fait Gérard Collomb correspond parfaitement à la réalité du terrain. Et peut-être que si nous sommes forts et si demain la majorité territoriale est présidée par un membre de la République En Marche, peut-être que nous arriverons à nous faire entendre de Paris. Que lors du précédent contraste où vous étiez venu, vous aviez été échaudé d'ailleurs par les déclarations de Macron lorsqu'il était à Orléans en mai 2016. Il avait fait un discours consacré à Jeanne d'Arc et vous aviez quelques doutes sur son côté girondin à ce moment-là. Il vous a rassuré? Alors, premièrement, il m'a rassuré le 9 décembre, Jean Vitus, parce que c'est à ce moment-là que j'ai choisi avec mon ami José-Pierre Modiconacci, Jean-Louis Lucian, de nous engager fortement à ses côtés, parce qu'il nous a rassurés sur l'engagement girondin qui était le sien. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire pourquoi j'ai de l'espoir. Parce que quand je regarde ce qu'il est en train de faire au niveau national et de respecter les engagements de la présidentielle, je me dis pourquoi la Corse serait l'exception? Pourquoi, alors qu'il s'est engagé auprès de nous à être dans cette vision girondine, pourquoi il ne le ferait pas? Moi, j'ai la conviction, aujourd'hui, Jean Vitus, après, je serais peut-être démenti demain et vous reviendrez sur cette émission me disant vous étiez dans le pacte girondin. Vous savez, j'ai envie de vous dire, celui qui nous a trahis, entre guillemets, il s'appelait Manuel Valls, mais c'est pas moi qui ai changé, c'est Manuel Valls qui a changé de discours. J'ose espérer qu'Emmanuel Macron sera pas dans cet esprit. Vous êtes un maire. Bien sûr. Ce sont même vos racines, et c'est peut-être le premier de vos mandats aujourd'hui, peut-être demain encore. Mais ça vous trouble pas la fronde des régions, la fronde des départements, la fronde des élus locaux la version girondine
médecine, elle est un peu contrecarrée par cela. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint d'une vision pyramidale du pouvoir. Roger, moi j'ai relu avec beaucoup d'attention la lettre qui vient d'être adressée par le Premier ministre à l'ensemble des maires de France. Bon, il se veut rassurant. Après, aujourd'hui, on va pas non plus renier ce qu'on est en train de faire au niveau national. Il y a un effort à faire parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus endetter la France et continuer à l'endetter. La demande du Premier ministre et du chef de l'État, c'est tout simplement de dire aux élus locaux, vous ne pouvez plus déraper sur les dépenses de fonctionnement. C'est la réalité. Ensuite, il a précisé très clairement dans cette lettre qu'il n'y a pas de baisse de dotation. Bien au contraire, aujourd'hui, on stoppe l'hémorragie. Oui, aujourd'hui, on 13 stoppe cette milliards hémorragie. de moins en 5 ans. Hein. Non, mais la réalité, c'est qu'il n'y aura pas de baisse. En valeur absolue, il n'y aura pas de baisse. Donc aujourd'hui, moi, je me veux rassurant sur cette idée qu'on va prendre en considération les remontées du terrain, à travers notamment la conférence des territoires, et j'espère que nous serons entendus. Après, de façon classique, ça commence pas aujourd'hui, que les élus locaux réclament davantage oui, mais à Paris. vous êtes maire, Oui. Je viens de le préciser. La suppression de la taxe d'habitation, ça va vous impacter? Alors, pas du tout, puisque je vous rappelle, alors ça j'ai déjà eu l'occasion de débattre avec vous, la taxe d'habitation. J'ai demandé des précisions au moment de la présidentielle. On m'a garanti qu'on maintiendrait la dynamique des bases et que si augmentation il y avait, ensuite elle serait donc assumée par le citoyen, le maire prendra ses responsabilités. Donc de mon point de vue, l'autonomie des mairies est garantie. Et j'ai lu aussi dans cette lettre du Premier ministre que c'était un engagement sur la fiscalité, il y aura une table ronde pour garantir aux communes, aux départements et aux régions la capacité à pouvoir avoir cette autonomie financière qui est nécessaire lorsque l'on veut être efficace. Alors, vous êtes toujours prononcé, Jean-Charles Orsucci, pour une autonomie, vous venez de le répéter. Jusqu'où? C'est pas un mot creux, autonomie. Pas du tout. Il faut le définir. Hein. Nous Jusqu'à une autonomie fiscale? Alors, nous pensons avec l'ensemble de Et un nos pouvoir policiers, législatif plein et entier? Je crois que tout simplement, l'ADN, je le répète, de la République en marche, c'est le pragmatisme. Donc je vais vous répondre de façon pragmatique. Aujourd'hui, il n'est pas question pour nous d'envisager effectivement le transfert de la compétence police, justice, affaires étrangères, défense nationale. Ça, c'est ad vitam aeternam. Ça, c'est les pouvoirs régaliens, on est d'accord. Les pouvoirs régaliens restent. Sur l'ensemble des autres pouvoirs, nous sommes dans une volonté d'aller au plus près du terrain. Vous avez dit sur la santé et l'éducation, vous n'étiez pas prêt. Mais je tempère sur 2 points. Et l'actualité brûlante me fait être encore plus, je dirais, catégorique sur le sujet. J'y ajoute en ce moment en Corse, moi je ne suis pas pour le transfert et l'autonomie en matière de santé publique et en matière d'éducation. En matière de santé publique, quand je vois l'état de nos hôpitaux aujourd'hui en Corse et les moyens dont nous avons besoin, si on n'a pas une solidarité nationale, si on n'a pas une péréquation en direction de ces hôpitaux, je ne vois pas comment nous allons nous en sortir. Donc, moi, je souhaite ensuite que dans le diagnostic que nous avons à faire avec le chef de l'État, nous puissions voir quelles compétences seraient aujourd'hui les plus à même d'être traitées localement, et ensuite, si nous sommes en capacité de le faire, de nous accaparer de ces compétences. D'un point de vue général, on pourrait aller vers une autonomie fiscale, ça c'est très important. Alors, je ne suis pas... La Corse pourrait lever l'impôt? En tout cas, il faut étudier la question. Ça fait partie du fameux diagnostic. Nous devons étudier la question parce que, effectivement, je crois que nous avons vocation non plus à être dans une situation de mendicité vis-à-vis de Paris, parce que c'est un peu comme ça que les gens ressentent les choses. Aujourd'hui, cette solidarité nationale, il faut à la fois la revendiquer et à la fois dire que les richesses doivent être créées en Corse et que la dynamique de la création de richesses doit être aujourd'hui avoir ses conséquences directement en Corse. Et sur le pouvoir législatif, il faut un pouvoir législatif à l'Assemblée territoriale ou pas? Il ne faut pas s'interdire d'y réfléchir, peut-être de l'envisager. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut le faire. Mais j'ai envie de vous dire, on ne parle pas d'une révolution. Je vous rappelle que d'ailleurs le statut actuel permet cette expérimentation réglementaire. Est-ce que ça aurait été refusé sur tous les domaines? Je crois qu'il y a 2 domaines. On l'a surtout pas réellement mis en œuvre. Il y a eu 40 demandes. 40 demandes, je crois qu'une a été acceptée. D'accord, mais la réalité, vous savez très bien que quelles que soient d'ailleurs les majorités qui ont été au pouvoir, on ne peut pas dire qu'on a été particulièrement efficace dans ce domaine. Donc d'ailleurs, entre nous, il faut se dire les choses. Quand on fait un diagnostic et quand on regarde ce qui s'est passé. D'abord, essayons d'être particulièrement performants sur ce que nous avons. Après, on n'arrive même pas à obtenir un changement, c'est pas quelque chose de fondamental. Moi, je vais vous dire une chose. Le 1er janvier 2018, il nous faudra surtout et avant toute chose réussir la collectivité unique et c'est pas une mince affaire, vous le savez très bien, vous qui êtes des observateurs avertis. Donc moi, aujourd'hui, je parle de pause institutionnelle parce que la collectivité unique à mettre en place, c'est quand même quelque chose de fondamental. En revanche, vous dire que l'autonomie dans la République est un objectif que nous nous sommes fixés
c'est avec le chef de l'État, avec le gouvernement et avec la République En Marche, bien sûr, et nous l'avons dit et nous le réaffirmons haut et fort. Parce que dans différents domaines, je peux vous donner des exemples, sur les questions d'intercommunalité, sur les questions de gestion de l'eau, sur toutes ces questions-là, on voit bien que la loi qui a été pensée à Paris pour Bordeaux, Nice ou Tourcoing n'est pas adaptée à Ajaccio, Zéro ou Ers. Donc dernière question, il faut inévitablement entamer un dialogue sur un nouveau statut de la Corse dès maintenant. Mais c'est l'engagement qui a été pris par le chef de l'État à Fouriane. Si vous aviez bien lu, Jean Victus, vous auriez vu qu'il a clairement expliqué les choses. Nous partagerons un diagnostic. Ensuite, mais vous parlez de pause en même temps, vous dites qu'il faut une pause institutionnelle. Alors je pense que le travail qui est le nôtre au 1er janvier 2018 et pendant 3 ans sera surtout de mettre en œuvre la collectivité. Le dialogue sur l'autonomie, on le renvoie en 2021. En temps masqué, Patrick, on peut très bien continuer à travailler ensemble à l'établissement d'un diagnostic et de solutions qui seront à mettre en œuvre plus tard. Voilà ce que je peux tout simplement vous expliquer aujourd'hui. Eh bien, ce sera là votre conclusion, Jean-Charles Orsucci. Merci beaucoup d'avoir participé à ce contraste. Vous allez maintenant céder votre place à un autre candidat qui va arriver sur ce plateau. C'est Jean-Martin Mondoloni qui va donc vous succéder.